Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'embryologie. Tout d'abord, nous allons faire un petit point définition important, ensuite on parlera d'historique, ensuite on parlera de reproduction et pour finir, on va détailler la deuxième semaine post-fécondation. Nous allons commencer par définir la cellule embryonnaire. Il faut savoir que cette cellule a un fort pouvoir mitotique. Ça veut dire qu'elle peut se diviser très rapidement pour former notre embryon. On verra donc à la fin de la vidéo, quand on parlera de la deuxième semaine post-fécondation, que notre embryon se développe très vite et tout change très vite. Ensuite, autre chose très importante à savoir, c'est la notion de zygote. Qu'est-ce qu'un zygote? C'est en fait un être unicellulaire. On est tous passés par là. En gros, en quelque sorte, c'est l'étape après la rencontre de notre ovule et de notre spermatozoïde. On va avoir un zygote qui a donc une cellule qui va par la suite se diviser en plein de cellules pour former notre embryon, puis notre fœtus, puis l'enfant que nous connaissons tous. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'embryon et le fœtus n'ont aucun statut juridique. Ça veut dire qu'au nom de la loi, ils ne sont rien. L'élément qui est discriminant pour dire qu'on passe de fœtus à bébé, être humain, c'est la présence d'air dans les poumons. Maintenant, faisons un petit point historique et parlons d'abord de la notion de préformationnisme. Cette notion est apparue au XVIIIe siècle, et à cette époque-là, les personnes pensaient que le spermatozoïde possédait l'enfant tout entier. C'est-à-dire que l'enfant avait ses deux bras, ses deux jambes, sa tête, son cou, son dos, il possédait vraiment tout, et donc on en conclut que l'ovule ne servait pas à grand-chose selon cette théorie. On sait maintenant que l'ovule a quand même une fonction très importante, tout comme le spermatozoïde. Et donc cette notion de préformationnisme est fausse. Mais au XVIIIe siècle, cette notion existait. On peut également parler avec cette notion de poupérus. C'est parce que un homme va posséder des spermatozoïdes qui vont donc, comme je viens de le dire, eux-mêmes posséder un enfant tout entier, un bébé, qui va donc lui-même aussi posséder des spermatozoïdes, si on imagine que c'est un gars, qui va donc posséder également un enfant, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'on peut parler de poupérus. Ensuite, on va parler d'embryologie moderne, qui a été déterminante grâce à 3 personnes. Ces 3 personnes ont permis de décrire 3 feuillets embryologiques. On a d'abord l'ectoderme, puis le mésoderme et enfin l'endoderme. Ces 3 feuillets, on sait actuellement qu'ils existent et que cette embryologie moderne est réelle. Carl von Beer est donc une des personnes qui a permis de découvrir ces 3 feuillets, a été un petit peu plus lent et a permis de montrer que le mésoderme, qui est donc le feuillet du milieu, en fait on peut le diviser en deux, en une partie vasculaire et en une partie musculaire. Ensuite, on va parler de la théorie cellulaire. Date très importante à connaître, c'est 1838, date à laquelle la théorie cellulaire est apparue. Cette théorie nous dit que toutes les cellules proviennent d'une cellule préexistante. Donc ça permet de nous montrer un peu la division des cellules. Ensuite, en 1883, on va évoquer la notion de chromosome qui porte l'hérédité. Et donc à ce moment, la notion de préformationnisme refait un petit peu surface, dans le sens où notre chromosome porte l'hérédité et donc que tout est un petit peu déterminé. Comme tout à l'heure, cette notion de préformationnisme est fausse, et restera fausse pour toujours. Et ensuite, dernière notion de notre récapitulatif historique, vers la fin du XXe siècle, c'est pour la première fois qu'on va lire un génome humain. Et donc on va pouvoir faire un peu la ressemblance, voir la ressemblance entre certaines espèces. Maintenant, on va parler de la reproduction. Il y a 2 types de reproduction. D'abord, il y a la reproduction agame, puis la reproduction sexuée. Parlons d'abord de la reproduction agame. Cette reproduction est non sexuée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de brassage génétique, on n'a pas, comme dans la reproduction sexuée, un ovule et un spermatozoïde qui vont se mélanger pour former quelque chose. Là, on n'a pas du tout ça. En fait, on va former à la fin des clones, parce qu'il n'y aura aucun brassage génétique. Dans cette reproduction, elle peut se faire soit par bourgeonnement. En fait, tout simplement, on a notre animal, donc on imagine que c'est un animal qui va tout d'un coup créer en fait un petit bourgeon, qui va grandir, jusqu'au jour où il a assez grandi, donc il se détache, et il va faire sa vie tout seul dans l'environnement où il veut. Ça, c'est un mode de reproduction agame qui est le bourgeonnement. Ensuite, on a la scissiparité. Là, ça va être un petit peu plus compliqué de le montrer avec ma main. Mais en fait, on a un animal, imaginons que ça c'est ma main, c'est l'animal, comme tout à l'heure, il va se couper en 2. Et donc, en se coupant en 2, hop, on obtient 2 bouts de main. Et ces 2 bouts de main, en fait, elles vont pouvoir se reconstruire toutes seules pour former 2 autres animaux identiques.
Cette scissiparité peut se faire comme ça. On coupe au milieu, ça se reproduit. On peut également faire autre chose avec la scissiparité. C'est par exemple, je prends mon animal, qui est ici représenté par ma main, je vais prendre mon petit doigt que je coupe, hop, que j'emmène ici. Donc ça forme ça. Là, notre, on va dire, animal mère va reformer le petit doigt pour être complet. Et ici, on n'a que ce petit doigt. Et en fait, à partir de ça, hop, notre animal se recrée. Donc, un autre moyen de scissiparité. Ensuite, on a un autre moyen de reproduction à gamme, c'est la géminiparité interne ou la schizogonie. Parlons maintenant de la reproduction sexuée. Ça, c'est une reproduction que nous connaissons le mieux parce que c'est la nôtre. En effet, cette reproduction est chez quasiment tous les animaux supérieurs. Et l'homme est un animal supérieur. Dans cette reproduction, il va y avoir un mélange, un brassage génétique. On n'aura pas du tout de clones comme tout à l'heure. On va avoir des êtres humains, par exemple, si on prend le cas de l'homme, très différents au final. On aura un mélange de l'ovule produit par la femme et du spermatozoïde produit par l'homme. On peut également parler de hétérogaméité. Chez l'homme, elle va être mâle, car c'est le chromosome Y qui va déterminer le sexe. Chez certains animaux, ça peut être une hétérogaméité femelle, c'est-à-dire que cette fois, c'est le chromosome femelle qui va déterminer le sexe. Dans ce cas-là, on va utiliser Z et W pour parler des chromosomes. Maintenant, regardons un petit peu la gémellité. Il faut savoir que notre embryon peut se diviser. S'il se divise avant 13 jours, c'est super, il n'y a aucun souci, on va obtenir des vrais jumeaux. Cependant, s'il se divise après 13 jours, là, il va y avoir des petits problèmes et on va apparaître des siamois. Donc des siamois, on rappelle, c'est des enfants qui ont des tissus, des organes en commun. Donc ça peut être par exemple le dos, la tête, vraiment tout en commun. Donc ça, c'est après 13 jours. J13, c'est très important à retenir pour cette notion. Ce qui est aussi important à retenir pour les jumeaux, c'est que le taux de vrais jumeaux est stable dans le temps. Il ne bouge vraiment pas. Il y a à peu près 4 vrais jumeaux pour 1000 enfants. Autre chiffre important à connaître, c'est le taux de jumeaux global. Donc il comprend les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Ça, c'est un taux qui n'est pas du tout stable, qui va augmenter si le taux de faux jumeaux augmente. Et on en a à peu près actuellement 17 jumeaux pour 1000 naissances. Avec la notion de jumeaux, on peut parler de chimère et de mosaïque. Ces deux notions sont vraiment à différencier. Le chimère, ça va être un embryon qui est formé à partir de différentes lignées cellulaires. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, nous avons deux embryons qui vont, pour X raisons, fusionner. Ces deux embryons, de base, avaient des patrimoines génétiques différents. En fusionnant, ils forment un nouvel embryon qui, du coup, va être un chimère. On peut tous être un chimère ici. Ensuite, il y a le mosaïsme, qui là est vraiment totalement différent. C'est notre embryon qui se développe, et à un moment, il y a une de ces cellules qui va soit muter, soit changer pour quelque chose, pour X raisons. Et donc, cette cellule, en changeant, elle va former une autre population de cellules, et donc on va parler de mosaïsme. On va parler maintenant de la grossesse. Il faut savoir que la grossesse dure en moyenne 266 jours. Ça, c'est égal à la gestation. Cette grossesse peut être divisée en 4 périodes. On va avoir la première semaine, qui va être la semaine de promorphogénèse, c'est-à-dire que c'est la fusion de nos gamètes, et également donc, la formation de l'embryon, et le transport de cet embryon dans la trompe, pour arriver dans la cavité utérine. Ensuite, on a la deuxième période qui correspond en fait à la deuxième semaine. Ça va être la nidation. Donc c'est le moment, et c'est ce qu'on verra à la fin de cette vidéo, où l'embryon va rentrer dans l'endomètre utérin pour faire son petit nid. Ensuite, la troisième période, ça va être égal à la troisième semaine. Bon, là il faut se souvenir que cette troisième semaine, elle est assez courte parce qu'elle dure 4 jours, de J16 à J20. Mais on parle quand même de semaines. Donc retenez ce terme de troisième semaine, qu'on nomme également gastrulation. Durant cette semaine, on va avoir la formation de 3 feuillets. Et ensuite, notre quatrième période va correspondre à notre quatrième semaine, qu'on va appeler morphogénèse secondaire. Ensuite, on se doute bien que la grossesse ne dure pas que 4 semaines. Le temps entre ces 4 semaines et l'accouchement va correspondre à la morphogénèse définitive ou l'organogénèse. Revenons maintenant sur la grossesse et notamment comment le corps féminin va se préparer à accueillir un potentiel futur embryon. Il faut savoir que le cycle féminin dure à peu près 28 jours. Ça peut être moins ou plus chez certaines femmes, mais on va prendre comme moyenne 28. Durant ces 28 jours, on va avoir différentes hormones qui vont agir à différents moments.
comme le graphique s'affiche à côté de moi, on va donc détailler tout ça. On voit qu'on a de la FSH. Cette FSH, il faut savoir qu'elle est d'origine hypophysaire. Elle provoque, après son premier pic, un pic d'œstrogène. On peut voir également sur ce graphique qu'on a un pic de LH. On peut voir que juste après ce pic, il y a l'ovulation. On peut donc en déduire et comprendre que le pic de LH va entraîner l'ovulation chez la femme. On peut également voir avec le graphique que le pic de LH est provoqué par le tout petit pic de progestérone. Ensuite, en deuxième partie de cycle, on peut voir que là, la progestérone s'exprime réellement, il va y avoir un fort pic. Et chose très importante à associer avec ce pic de progestérone, c'est une augmentation de quelques dixièmes de degrés pour la température de la femme. Il faut donc retenir avec ce graphique que la première phase est appelée phase folliculaire et qu'elle est œstrogène dépendante. Cette phase est variable. Imaginons, comme on a dit tout à l'heure, qu'un cycle soit de 28 jours. Cette phase durera donc 14 jours. Sauf que si notre cycle dure par exemple 30 jours, cette phase durera 16 jours. Ensuite, on peut également voir qu'il y a une deuxième phase. Cette deuxième phase est appelée phase lutéale. Et cette fois-ci, elle est œstroprogestative. Donc, il y a 2 hormones qui vont jouer. Et celle-là, elle est vraiment à durée fixe. C'est 14 jours tout le temps. Ça, c'est chose qui est très importante à retenir. Et donc, du coup, ces 2 phases forment le cycle. Et durant chaque cycle, le corps de la femme va se modifier pour préparer à une potentielle grossesse. Les ovaires vont se modifier, les glandes mammaires vont se modifier, l'utérus va se modifier, le vagin également va se modifier. Il faut vraiment avoir ça en tête. Même s'il n'y a aucune grossesse au final, vraiment on prépare tout au cas où. Et s'il n'y a pas de grossesse, alors là, on aura les menstruations. Justement, avec le graphique qui s'affiche, on peut voir que de J1 à J4, à peu près 4 jours, ça peut être plus suivant les femmes, on a les menstruations. Donc on a vraiment une destruction de toute la partie de l'endomètre la plus superficielle. Ensuite, de J4 à J8, on va commencer à avoir une petite régénération. Là, tout se reforme un peu, les divisions reprennent, pour ensuite, de J8 à J14, vraiment avoir une phase de grosse prolifération. Nos cellules vont vraiment se diviser très activement et durant cette phase, au 14e jour, on va quasiment atteindre notre hauteur d'épithélium maximale. Il va continuer un petit peu à augmenter après, mais là c'est le max. Et ensuite, de J14 à J21, on a cette fois les sécrétions qui vont commencer à apparaître, nos glandes qui sont apparues, du coup, qui se sont recréées de J8 à J14, cette fois vont provoquer des sécrétions. Et on peut maintenant les appeler glandes utérines contournées. Parce que comme on a vu tout à l'heure, vers J14 à peu près, notre endomètre est à taille maximale, sauf que nous, nos glandes, elles continuent de grandir. Donc il faut bien qu'elles se compriment un petit peu. Donc on peut voir des glandes contournées. Après, à J21, on a ce qu'on appelle l'œdème du chorion. À ce moment-là, notre endomètre est vraiment prêt à accueillir un futur embryon. Donc à ce moment-là, si on n'a pas d'embryon, on va continuer notre cycle jusqu'à J28 pour ensuite avoir nos règles. Ou sinon, on va continuer jusqu'à une grossesse de 9 mois. Et donc, dans tous les cas, de J21 à J28, notre endomètre continue à se modifier un peu. Et nos glandes, on peut maintenant les appeler glandes en dents de scie. Avec ce qu'on vient de voir, on comprend donc que l'endomètre n'est pas prêt à tous les moments du cycle pour accueillir un embryon. Il y a donc la notion de réceptivité utérine, qui se place à peu près à J5, J8 post-fécondation. C'est-à-dire qu'entre à peu près pendant ces 3 jours, notre endomètre est capable d'accueillir l'embryon. Avant, on parlera de phase non réceptive et après, on parlera de phase réfractaire. Bon, depuis tout à l'heure, on parle d'embryon qui va venir se nicher dans l'endomètre de la femme. Sauf que cet embryon est à moitié étranger au corps de la femme. Et donc, il faut qu'on parle de tolérance fœto-maternelle. Normalement, dans le corps de la femme, il y a des molécules HT-CD8 cytotoxiques qui vont reconnaître des cellules qui n'ont pas les mêmes HLA que la maman. Il y a également des cellules NK ou des cellules neutral killer, c'est la même chose, qui vont, elles, reconnaître des cellules qui n'ont pas de HLA. Comme ça, on fait vraiment une vraie barrière. Sauf que bon, l'embryon, lui, il arrive quand même à se développer, donc il va dépasser un petit peu tout ça. Nos cellules trophoblastiques, qui sont donc les cellules qui sont en contact avec l'endomètre utérin, on va le revoir juste après, possèdent des HLA ABC-G+. Ça veut dire que comme ABC-, ça veut dire qu'elles n'en possèdent pas en fait.
Comme elles ne possèdent pas de ABC, les LTCD8 ne peuvent pas les reconnaître. Cependant, on a toujours les cellules neutrales killer qui, elles, sont là et peuvent les reconnaître. Mais pour ça, les cellules trophoblastiques possèdent du coup le G+, qui va en fait faire une barrière protective de notre embryon, ce qui fait que nos cellules NK ne vont pas reconnaître l'embryon comme un corps étranger, et donc cet embryon va pouvoir se développer. Chose également importante à savoir, c'est que les molécules HLA, ABC-, G+, ont un faible polymorphisme, c'est-à-dire que quasiment tous les embryons vont avoir le même. Passons maintenant à la deuxième semaine post-fécondation, qui donc équivaut à la nidation dans la face postérieure haute de l'utérus. On appelle cette nidation hémocoriale. Ça veut dire que le blastocyste entre en contact avec le sang maternel. Donc là, on a un schéma du 6e jour post-fécondation. Ce stade est appelé stade pré-implantatoire. Là va débuter l'implantation. On a d'abord la position, puis l'adhésion, puis l'attachement. Pour ça, j'avais appris APDT. A pour c'est le début de chaque mot, P pour apposition, D adhésion, T attachement. Parce que c'est 3 étapes l'une après l'autre. Ensuite, durant notre 6e jour, notre trophoblaste va donner le syncytiotrophoblast et le cytotrophoblast. Le cytotrophoblast, c'est ce qui va entourer le blastocyste, et le syncytiotrophoblast, c'est ce qui va rentrer en contact avec l'endomètre. On a également un bouton embryonnaire qui va donner de l'épiblaste et de l'hypoblaste. L'épiblaste, c'est pour les cellules qui sont au-dessus. Hypoblaste, pour les cellules qui sont en dessous. Il faut savoir que durant ce 6e jour, le corps progestatif va devenir corps gestatif et va sécréter de l'HCG. Ensuite, on passe à 7,5 jours post-fécondation. Là, on va parler de stade pré-lacunaire ou œuf de Herring et Rock. Durant ce 7,5e jour, on va avoir notre blastocyste qui va commencer à pénétrer dans l'endomètre. Mais attention, il ne digère pas encore l'endomètre, il rentre juste. On n'aura donc pas de lacune. Ensuite, durant ce 7e jour, on peut voir que les glandes sont très développées. On rappelle que l'embryon est allicétique, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de réserve. C'est donc les glandes maternelles qui vont lui apporter tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on voit que sur ce schéma, les glandes sont très développées. Et durant ce 7,5e jour, on peut voir que la cavité amniotique apparaît. Et donc du coup, on a 3 types de cellules, les épiblastes, les hypoblastes et les amnioblastes. Au 9e jour post-fécondation, on parle de stade lacunaire. À ce moment-là, notre blastocyste est vraiment rentré dans l'endomètre. C'est pas complètement, car l'endomètre n'a pas rétabli, on n'est pas rétabli en surface. Cependant, la digestion cette fois commence. Et donc là, on a des lacunes qui commencent à apparaître. Les artères et les veines sont dilatées durant ce 9e jour. Et la cavité blastocélienne va être envahie par du magma réticulé, qu'on appelle également mésenchyme primaire. On a également une membrane de Husser qui arrive et qui va délimiter le lécytocèle primaire. C'est une cavité qui est au centre du blastocyste. Durant ce 9e jour, donc on rappelle qu'au 6e jour, le corps progestatif était devenu gestatif et sécrétait de l'HCG. Maintenant, au 9e jour, dans le sang et dans les urines maternelles, on peut détecter cette HCG. Au 12e jour post-fécondation, on parle également de stade lacunaire. La membrane de Husser est recouverte progressivement par des cellules hypoblastiques. Donc, une fois que toute cette membrane sera recouverte complètement par les cellules hypoblastiques, on ne parlera plus de lécytocèle primaire, mais de lécytocèle secondaire. Le lécytocèle primaire va donc former un kyste exocoéloneux. Au 13e jour, on parle de stade trabéculaire. Ça correspond à peu près à la fin théorique du cycle, au moment où la femme va avoir ses règles. Durant du coup ce 13e jour, on a toujours une digestion de l'endomètre et donc cette fois le sang maternel va arriver dans les lacunes. Durant ce 13e jour, on peut remarquer que le cytotrophoblast va proliférer et va créer des villosités. On va parler du coup de villosité placentaire. Entre ce cytotrophoblast et les amnioblastes, on va voir apparaître un pédicule de fixation. Ce pédicule de fixation correspond en fait à terme au cordon ombilical. Pour finir, on a le 14e et le 15e jour post-fécondation qui correspondent au stade villeux. C'est donc la fin de cette 2e semaine. Durant ces 2 jours, nos lacunes vont fusionner et donc vont former une grande poche. Étant donné que cette grande poche entoure le cytotrophoblast, qui forme donc des villosités placentaires,
le sang maternel va pénétrer dans la chambre intervilleuse, qui est donc entre les villosités placentaires. Durant ce 14e et 15e jour, on peut décrire 3 lames. On a la lame choriale qui va correspondre au futur placenta. Cette lame choriale, elle est composée du cytotrophoblast, du syncytiotrophoblast, de la chambre intervilleuse et du coïlome extra-embryonnaire. On a également la lame amniotique qui, elle, va être composée du feuillet amniotique et de la somatopleure extra-embryonnaire. Et enfin, on a la lame ombilicale qui est composée des cellules hypoblastiques et de la splanchnopleure extra-embryonnaire. Il faut savoir que cette somatopleure et cette splanchnopleure sont en fait des feuillets qui vont être un peu à l'extérieur de notre blastocyste. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris le principal sur la reproduction et que vous comprenez un petit peu mieux comment se passe la 2e semaine post-fécondation. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour cette année et on croit en vous.